Beaucoup. Au programme de notre matinée, justement, certains points qui ont été évoqués dans cette entrée en matière. Une table ronde dans quelques minutes sur l'organisation du travail. Comment la repenser au vu des enjeux de la transition écologique? C'est ce qu'on va se demander. On marquera une courte pause et puis on questionnera les temporalités des politiques publiques. On s'intéressera pour finir la journée à quelques actions concrètes, quelques exemples de mesures mises en place par des collectivités justement pour concilier les temps avec les enjeux de la transition écologique. L'organisation du travail, on en parle maintenant. Trouver l'équilibre entre le temps de travail et le temps hors travail, disait le rapport parlementaire de 2001 dont M. Edmond Hervé vient de nous rappeler l'existence. L'équation n'a pas cessé de se complexifier depuis. Alors on a déjà évoqué dans d'autres tables rondes hier la centralité du travail dans l'organisation de nos modes de vie, de nos rythmes de vie aussi, notamment en lien avec nos déplacements et nos mobilités. On touche sûrement là du doigt l'un des nœuds de la transition écologique, comme peut d'ailleurs le laisser penser la mise en débat puis le retrait de la proposition de 28 heures de travail hebdomadaire lors de la Convention citoyenne pour le climat. On va y revenir. Alors pour repenser les modalités, la durée, les finalités peut-être, en tout cas l'organisation du travail, j'invite à la discussion François-Xavier Devetter, Jean-Yves Boulin et Gerrit von York. Je vous invite à venir me rejoindre. Gerrit von York s'exprimera en anglais, donc si vous souhaitez avoir accès à une traduction, normalement vous avez des casques audio à disposition. J'espère que vous avez pu en prendre. Sinon, ils sont à l'entrée de la salle, Catherine, c'est ça les casques audio? Voilà. Bonjour à vous trois. Merci d'être là. Vous avez des micros, vous avez des verres derrière vous si besoin. François-Xavier Devetter, vous êtes professeur des universités en socio-économie du travail et des services à l'université de Lille. On a plusieurs Lillois et Lilloises, c'est bien aujourd'hui. Jean-Yves Boulin, le jeune Jean-Yves Boulin, sociologue et spécialiste du temps et du temps de travail notamment et des temps sociaux. Vous êtes chercheur associé à l'IRISO et aussi vice-président de ce réseau Tempo Territorial. Et enfin, Gerrit, on vous a déjà entendu hier, Gerrit von York, vous êtes chercheur en économie à la Technische Universität de Berlin, membre d'un programme de recherche dont vous avez commencé à nous parler, ReZeitCon, qui s'intéresse aux effets rebonds temporels, ça vous nous en avez parlé hier, et aussi au concept de time wealth, qu'on traduit souvent en français par bien-être temporel, mais peut-être que la traduction n'est pas tout à fait appropriée. On va beaucoup parler de temps de travail dans cette table ronde, mais j'aimerais quand même qu'on revienne brièvement sur ce qui fait aussi l'actualité et qui a d'ailleurs été évoqué hier à plusieurs reprises, c'est le télétravail, modalité de travail qui s'est développée largement à la faveur de la crise sanitaire qu'on connaît et sur laquelle de nombreuses questions se posent aujourd'hui concernant notamment sa pérennisation, ses vertus, ses travers. Le télétravail, je le disais, a été évoqué à plusieurs reprises hier comme potentiellement intéressant, notamment pour limiter les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Alors Jean-Yves Boulin, il se trouve que vous menez une recherche en ce moment, je ne sais pas si elle est complètement terminée ou si elle est toujours en cours, sur les vécus récents du télétravail. Vous avez interrogé une centaine d'agents de la fonction publique en Île-de-France. Quelles aspirations ressortent déjà de ces entretiens avec ces agents? Est-ce qu'on peut dégager certaines tendances sur l'appétence pour le télétravail? Oui, alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Et en fait, l'étude que j'ai menée était plus une étude sur l'application de la loi du 6 août 2019 qui consiste à augmenter le temps de travail sans augmenter les salaires. C'est un nouveau slogan, travailler plus pour gagner moins. C'est le slogan, une version macronienne, on va dire, du slogan sarkozyste. À cette occasion, comme j'ai fait cette enquête, alors il s'agissait d'appréhender un peu comment les salariés, on a mené cette étude avec Patrice Vidal, comment les agents des collectivités, de cette collectivité locale ressentaient ça, comment ils vivaient leur travail, qu'est-ce que ça allait changer dans leur vie, etc. Et comme on a fait cette étude au moment du second confinement, au printemps 2021 de cette année, évidemment la question du télétravail était là,
Alors, c'est un peu tout ce qu'on lit, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, là, dans cette PT, établissement public territorial, la consigne était d'essayer de venir le moins souvent possible au bureau. Alors, pour aller vite, on va dire que pour ceux qui habitent loin, qui ont 3 heures, parce qu'on avait quand même des agents qui font plus de 3 heures de trajet par jour, c'est clair que là, il y a une corrélation très positive avec la question du télétravail. Pour ceux qui ont des jeunes enfants, dans la période de confinement où ils ne sont pas confinés à la maison, c'est-à-dire où ils sont à l'école, c'est aussi plutôt bien vécu parce que ça permet de faire justement ces allers-retours à pied, puisqu'en général, l'école n'est pas très loin, à pied ou en vélo, enfin pas pour aller chercher les enfants. Et donc, en même temps, par rapport à des écrits qu'on a pu lire, par exemple des rapports, beaucoup de rapports tels que ceux de Terra Nova, un certain nombre de rapports que j'ai lus, il n'y a pas un désir d'être en télétravail de façon permanente. C'est-à-dire l'idée, c'est là aussi une sorte d'équilibre, on va dire. Hein. C'est un mot à parler d'équilibre entre vie au travail, vie hors travail, qui est quelque chose qu'on travaille beaucoup à Tempo. Mais c'est là aussi l'équilibre entre, voilà, oui, on veut bien faire du télétravail. C'est intéressant d'ailleurs de voir, par exemple, dans cette EPT, ils avaient mis en place une expérimentation de télétravail pour les volontaires, juste avant le confinement. C'était pas mal parce que du coup, ils étaient équipés. Ils avaient reçu tous les... Mais bon, tous ceux qui étaient, il n'y avait pas beaucoup, qui s'étaient mis dans l'expérimentation, c'était rarement plus d'un jour. C'était souvent une demi-journée, une journée, mais pas plus. Là, d'un seul coup, ils sont basculés à 100%. Alors, du coup, ça a mis un peu le curseur sur plutôt 2 jours par semaine, etc. Alors évidemment, ceux qui habitent à 3 ou 4 heures, ce serait plutôt 3 jours. Et ceux qui sont à moins de 30 minutes, c'est plutôt pas du tout de télétravail. Ils préfèrent venir au bureau, puisqu'ils habitent à côté, là, qui étaient à 5-10 minutes. Donc pour eux, c'était tout à fait pratique. Voilà un peu les enseignements de cette étude. Il y a d'autres enseignements ensuite qui peuvent être tirés et qui ont été menés par d'autres études qui ont été beaucoup plus larges. Oui, j'attire votre attention sur une étude, un rapport qui a été réalisé par l'ADEME cette année. On a parlé hier du télétravail en mettant l'accent sur les bénéfices environnementaux présumés. L'ADEME s'est justement penché sur ces effets environnementaux et sur les effets rebonds potentiels du télétravail. Par exemple, il semblerait que certains bénéfices environnementaux soit à minimiser, notamment du fait de déplacements supplémentaires. On prend peut-être moins sa voiture pour aller jusqu'au travail parce qu'on travaille à la maison, mais le temps gagné va pouvoir peut-être être utilisé pour se déplacer ailleurs. Gerrit von York, est-ce que dans les travaux de RedSideCon, votre programme de recherche, vous abordez cette question du télétravail ? Sorry for the delay.
On en arrive, François-Xavier de Vetter, à la question de la durée du travail, le temps de travail. On a parlé un peu des modalités, des finalités même peut-être. Ça fait partie des leviers d'action envisageables. On entend parfois dire, alors je plagie un peu Jean-Yves ici, travailler moins pour polluer moins. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les liens clairement établis entre durée du temps de travail et effets positifs ou négatifs sur l'environnement ? Alors, les liens clairement établis, c'est difficile. Voilà, c'est un lien qui est très difficile à montrer. On va dire qu'il y a deux types d'études, deux types de travaux qui essayent de vraiment analyser le lien entre durée du travail et questions environnementales. Alors, il y a des travaux un peu macroéconomiques, donc très sur des données globales au niveau national, de comparaison entre pays notamment, ou de comparaison entre régions pour les États-Unis ou entre États pour les États-Unis, et qui essaye de lier le temps de travail global et les émissions de CO2 par exemple, ou l'intensité énergétique, ou d'autres indicateurs qui servent un peu de mesure de dégradation environnementale d'une manière plus ou moins simple. L'immense majorité de ces études tendent à montrer que plus le temps de travail est faible, plus les dégradations, moins il y a de dégradation environnementale. Il y a quelques études qui vont dans un sens un tout petit peu différent, mais qui souvent reposent sur l'intégration dans le travail de pays en voie, de pays émergents, sur lesquels les caractéristiques sont très différentes. Bon, pour les pays les plus riches, à toute chose égale par ailleurs, comme on dit, donc en gros avec des méthodes économétriques plus ou moins sophistiquées, plus le temps de travail est faible, moins on dégrade l'environnement. À côté de ça, il y a quelques études, beaucoup plus rares, qui essayent de regarder au niveau individuel ce qui se passe, c'est-à-dire quels sont les comportements individuels sur le plan environnemental par rapport à son temps de travail individuel. C'est évidemment très compliqué, mais on peut repérer quand même deux effets, au moins théoriquement, et on peut au moins en donner des indices empiriques. Le premier, c'est un effet volume. Pour reprendre ce que disait Jean-Yves, travailler moins, ou pas tout à fait ce qu'il disait, mais ce qu'il évoquait sous la forme d'une boutade, travailler moins peut être aussi un moyen de gagner moins, et l'effet volume en termes de pouvoir d'achat aussi lié à un temps de travail plus réduit peut entraîner une diminution des dégradations environnementales. Ce n'est pas forcément positif de manière absolue, et ça l'est encore moins pour tout le monde, et donc ça renvoie à des enjeux d'inégalité qui sont absolument fondamentaux. Néanmoins, dans une perspective de partage des gains de productivité, par exemple, les distribuer sous forme de temps libre plutôt qu'uniquement sous forme monétaire ou de pouvoir d'achat est une piste absolument fondamentale. Je pense qu'il y avait une référence à André Gorz tout à l'heure. C'est exactement cette question-là qu'on va retrouver. Mais bien sûr, ça renvoie vraiment à la question de la répartition et du niveau des inégalités. Et puis, un dernier effet, c'est à revenu donné, avoir plus de temps. Est-ce que ça nous permet de consommer et d'avoir des habitudes de vie qui sont moins dégradantes, moins mauvaises pour l'environnement? Et là, on peut repérer des effets. Ils ne sont pas tous totalement univoques, ce n'est pas simple, mais sur un certain nombre de points, la taille du logement, les pratiques alimentaires, les pratiques de loisirs, peuvent parfois, lorsque le temps disponible est plus important, permettre de produire, entre guillemets, autant de satisfaction avec plus de temps et moins de biens, plutôt que l'inverse, et donc d'avoir un effet positif sur ce plan-là au niveau environnemental. Et cet élément-là est probablement le plus original et le plus prometteur sur l'ensemble, mais il ne doit pas non plus écarter l'effet volume quand même et du partage des gains de productivité. Et il ne doit pas écarter non plus le caractère éminemment sensible de cette question de, alors je vais le formuler pour l'instant comme réduction du temps de travail. Je le mentionnais, Jean-Yves, en introduction. Il y a eu par exemple cette proposition des membres de la Convention citoyenne pour le climat, 28 heures de travail hebdomadaire, qui a été rejetée par les membres eux-mêmes de la Convention. Vous avez suivi, je crois, un peu ces travaux. Qu'est-ce qui a pesé principalement? Quelles sont les raisons qui ont expliqué ce retrait de cette proposition? Oui, je voulais juste revenir sur un petit débat sur le télétravail, mais juste pour une précision, c'est-à-dire que il y a deux choses aussi qui sont ressorties de l'étude qu'on a fait. C'est d'une part la difficulté du fait que ce télétravail se déroule dans le domicile, au domicile, la difficulté que ça pose, les problèmes que ça pose du point de vue de l'articulation entre vie au travail et vie hors travail. C'est-à-dire que effectivement, il y a un confort
une amélioration dans le sens où on peut aller chercher, si on a des jeunes enfants, on peut aller les chercher à 16 heures à l'école et puis se remettre au travail après. Mais là, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que le foyer devient un bureau et que les enfants, les jeunes enfants en particulier, pas mal de mamans qui m'ont dit, mais ils ne comprennent pas pourquoi je suis au travail à la maison. Donc il faut réfléchir à des alternatives au télétravail à domicile, c'est-à-dire plutôt les tiers-lieux. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, c'est-à-dire avoir d'autres approches. Et la deuxième chose par rapport à la question du temps de travail, c'est que ça a tendance à augmenter le temps de travail. Il y a 2 études américaines qui ont montré que, en gros, c'est 48 minutes par jour de plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le temps de transport, etc., la difficulté à se déconnecter. Et ça, donc c'est le deuxième élément, l'impact que ça peut avoir sur Parce que quand vous êtes au travail, vous êtes dans votre bureau, il y a quelqu'un qui passe la tête en disant bah, tiens, on va manger, on va déjeuner, etc. Là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'on est sur l'écran, on peut être capturé par l'écran, capté par l'écran. Voilà, c'est 2 choses quand même que je voulais apporter. Et aussi sur l'idée d'ailleurs que effectivement, le travail au domicile pose souvent des questions, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à des alternatives. Alors, pour revenir sur la question de la 3C, enfin la Convention citoyenne pour le climat, je voulais juste vous lire un petit peu comment une de celles qui a porté la mesure des 28 heures l'a présentée. Elle dit « Nous souhaitons participer à la définition d'une future société en accord avec les objectifs de sobriété et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, où les profits et la croissance ne sont plus les moteurs. La réduction du temps de travail, sans perte de salaire, est proposée pour aller vers ce nouveau modèle, sobriété, partage, justice sociale. Pour répondre pleinement à ces enjeux, nous devons consommer moins, produire moins et donc travailler moins. » C'était ça le cœur de leur discussion. Et la proposition des 28 heures était mise dans la perspective de 2030. Et c'est là où il y a eu un hiatus, en fait. C'était souvent précisé par ceux qui portaient cette... En fait, elle a été débattue, elle a été présentée, cette mesure. Il y avait 5 groupes de travail. Il y avait un groupe se nourrir, un groupe se loger... et il y avait le groupe produire et travailler. Donc cette mesure, elle a se déplacer aussi. Cette mesure, elle a été élaborée dans le groupe produire et travailler. C'est une trentaine de personnes. Les 150 étaient divisés en 5 groupes. Et cette mesure a été celle qui a le plus été débattue. Le plus été débattue, notamment en Assemblée générale, quand il fallait voter à la fin. Et en fait, l'idée disait, mais attendez, pas de panique, on vise 2030, c'est-à-dire on va faire des négociations, etc. C'est peut-être pas applicable partout, etc. Et en fait, les arguments pour, bon, c'était bien évidemment des arguments en disant, c'est par rapport aux études, justement, parce qu'ils ont lu, ils ont beaucoup travaillé, ils ont lu ces études qui étaient sorties, qui montraient que travailler moins, enfin avoir une durée du travail moindre, ça permettait effectivement ça avait des effets environnementaux plutôt positifs, donc c'était ce qu'on leur demandait, puisque c'est ça, hein, l'objectif de la 3C, de la Convention citoyenne, c'était bien diminuer les effets de serre de 40% à l'horizon 2030. Donc ils se sont placés dans cette ils ont répondu exactement à ça. Et alors en fait, les idées, donc, c'était de mettre cette mesure en débat. Et en fait, les arguments, donc on a eu des arguments pour et des arguments contre. Les arguments contre, c'était effectivement que, d'une part, l'effet rebond sur le temps libre, en disant le temps libre, il va être utilisé à consommer plus. Voilà, donc il y avait des gens qui disaient ça, faire des courses, acheter des choses importées de Chine, etc. Ça va engendrer des délocalisations, des fermetures d'entreprises. Ça va provoquer une augmentation des prix. Et surtout, on va passer pour des guignols. C'est ça, en fait. Il y a eu une crainte à un moment donné, parce qu'en fait, dans le dernier débat en Assemblée générale où ils votaient, quelques jours avant, ça avait fuité. Cette mesure avait fuité. Et dans la presse s'était déchaînée contre cette mesure en disant mais c'est n'importe quoi, ils ne sont pas responsables, etc., etc., etc. Et alors que les autres, ceux qui étaient pour, en fait, ce qu'ils mettaient en avant, c'était un peu ce que Gors avait écrit, puisqu'effectivement Edmond a effectivement évoqué les travaux d'André Gors.
qui lui, effectivement, disait les gains de productivité, et c'était tous ceux qui étaient dans le néo-keynésianisme aussi, c'est-à-dire de dire les gains de productivité, c'était ce qui s'était passé pendant les 30 glorieux, c'est-à-dire les gains de productivité, une partie des gains de productivité avait été affectée à la réduction du temps de travail, une autre à l'augmentation des salaires. L'idée, ça serait plutôt d'affecter les gains de productivité à la diminution du temps de travail. Et puis, l'idée de l'autoproduction durant le temps libre. C'est-à-dire que le temps libre, ce n'est pas fatalement, les gens ne vont pas se précipiter sur leur bagnole pour aller acheter, etc. Et c'est intéressant aussi de voir ce que disaient les gens qu'on a interviewés avec Patrice, c'est que plusieurs, en tous les cas, en gros, ils ont une semaine de plus de congés que le Français moyen, enfin... Dans le privé, parfois, il y a 6 semaines de congés payés aussi. Enfin, bon, bref, c'était entre 8 jours à peu près de plus que les 25 jours habituels, le tarif habituel. Et plusieurs disaient, mais là, moi, maintenant, avec ce temps-là, je peux faire la cuisine, je peux acheter des bons produits, je peux aller faire des courses au moment où il n'y a pas la foule, le week-end, etc. Je peux m'occuper du club de vélo des jeunes à côté, je peux faire mon activité. Voilà, d'autres activités qui sont des activités qui ne sont pas consommatrices d'énergie, c'est-à-dire le vélo, la marche à pied, découvrir le quartier, etc. Et donc, on a là un certain nombre. Alors, les autres arguments, autoproduction, partage du travail, parce qu'effectivement, beaucoup évoquaient aussi le fait qu'il y a 6 millions de personnes qui sont soit sans emploi, soit en sous-emploi par rapport à ce qu'ils souhaiteraient. Et puis, démocratie du temps pour l'engagement démocratique, ce que Edmond a évoqué, c'est-à-dire l'engagement civique, c'est-à-dire effectivement pour être... Et l'exemple de la 3C le montre très bien, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont 8 week-ends de 3 jours pendant lesquels ils ne se consacraient qu'à ça. C'est-à-dire, bon, déjà, il y avait un jour, il y avait effectivement 8 week-ends, y compris le vendredi. C'est-à-dire qu'un jour, normalement, ouvré. Donc, effectivement, il faut du temps pour faire de la démocratie, pour faire de la démocratie participative. Il faut du temps pour réfléchir. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont lu, etc. Et ça demande du temps. Pour être un citoyen, on va dire, pour résumer, pour être un citoyen pleinement un citoyen, il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir être parent, il faut pouvoir avoir des amis, un réseau social, il faut pouvoir s'engager syndicalement, il faut pouvoir s'engager politiquement, il faut pouvoir participer à la vie de la cité. La proposition là, était de 28 heures de travail hebdomadaire. Je m'interroge et j'aimerais vous entendre sur l'échelle à prendre en considération. Quand on parle de réduire ce temps de travail, là, les membres de la Convention citoyenne pour le climat avaient cette approche hebdomadaire, mais on entend aussi souvent des réflexions qui portent plutôt sur la journée de travail, qui résonnent en termes d'heures dans la journée. En Allemagne, je crois, il y a aussi des réflexions beaucoup plus larges sur l'ensemble de la vie professionnelle. Quelle échelle vous paraît pertinente? François-Xavier Devetter, je crois que vous réfléchissez plutôt à la journée. Alors ça dépend. Juste avant, il faudrait faire comme Jean-Yves, revenir juste un cran en on arrière. a le droit. Allez, pour souligner un point dans ce que tu as dit, il y a une chose intéressante, c'est que dans les arguments contre qui ont été apportés à la réduction du temps de travail, il y a eu ah ben non, il y a un risque, il va y avoir un effet rebond, on va consommer plus. Ah ben non, il y a un risque, les prix vont augmenter. Bah non, il y a un risque de cohérence là. Si les prix augmentent, on ne consomme pas plus, quoi. Et donc on ne peut pas donner les deux arguments en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre en quelque sorte. Et c'est vrai que par contre, ça pointe du doigt quand même quelque chose. Si on réduit le temps de travail en maintenant les salaires dans leur immense majorité au moins, on a effectivement un effet sur les coûts qui est non négligeable, mais qui est quelque part au niveau environnemental un effet qui peut être positif aussi. Par contre, ça renvoie bien à la question de la redistribution et des inégalités qu'il y a derrière. La réduction du temps de travail, c'est une réduction. Et derrière une réduction, il y a aussi une forme de réduction de l'accès à certains biens de consommation. Et ce qui renvoie aussi, du coup, à ce qui était évoqué en intro tout à l'heure, à savoir que derrière l'organisation des temps, des formes de consommation, d'accès à un certain nombre de services, etc., il y a un besoin de services aussi collectifs derrière. C'est-à-dire que si on a moins d'accès à certains biens ou à certaines formes de loisirs, certaines formes même d'accès à la culture marchande, etc., on peut avoir davantage d'accès en compensation, en quelque sorte, ou même pour un gain davantage, à d'autres formes de culture, de médiation culturelle, etc., et qui ne sont pas environnementalement nocives. Et en ce sens-là, la réduction du temps de travail ne peut véritablement avoir de sens pour augmenter le bien-être de tous que si, à côté, on a une politique
de temps libre qui soit adossé aux autres. Alors, je ne sais pas s'il faut recréer un ministère du temps libre qui a une durée de vie quand même assez limitée, mais en tout cas, c'est lier réduction du temps de travail et réflexion collective sur les temps libres, c'est extrêmement important. Et un autre point sur ce plan-là, sur la discussion qu'on a eue ou les éléments qui ont été donnés sur le télétravail, je trouve qu'il y a un paradoxe extrêmement important. Toute personne qui parle du télétravail insiste sur la dimension de la grande diversité des situations, selon qu'on soit un homme, une femme, des enfants, pas d'enfants, loin, pas loin, etc. Donc on a un rapport au travail qui est extrêmement individuel. Et en même temps, s'il y a bien une chose qui répond à des rythmes collectifs et qui dépend des rythmes collectifs, c'est bien le temps. Et donc on est sur chaque situation individuelle est différente, mais chaque situation individuelle ne peut avoir du sens que si elle est liée à des rythmes collectifs, à des indicateurs collectifs, à une régulation, à de la synchronisation. Et donc typiquement dans les questions de télétravail et autres, c'est chacun peut avoir une opinion différente, mais l'opinion de chacun dépend de la situation de tous les autres. Et donc, si on n'a pas un minimum de coordination, on est dans une situation encore pire qu'auparavant. Or, je reviens maintenant à la question, désolé. La question, c'est sur la période sur laquelle on compte le temps de travail. Au-delà même de la période sur laquelle on le compte, c'est comment on le compte. On parle jusqu'à présent, voilà, les uns les autres, comme si le temps de travail, c'était une matière homogène, facile à compter, etc. Non, réduire le temps de travail, c'est comme si je vous demandais de couper un élastique d'une distance de 3 cm. Quand il est tendu, quand il n'est pas tendu, au repos, pas au repos. On n'en sait rien, en fait. Et donc, il y a une vraie difficulté de la mesure du temps de travail et des diversités, une hétérogénéité des situations selon les professions extrêmement importante. Aujourd'hui, on a un nombre de professions importantes qui sont à temps partiel, qui sont sur du 24, 28 heures hebdomadaires en moyenne, et qui pourtant consomment intégralement l'énergie ou la ressource humaine sur la semaine. C'est-à-dire qu'ils sont de fait à temps plein, mais payés à temps partiel. Les métiers du nettoyage, les métiers de l'aide à domicile, les métiers du soin, etc., sont pour une grande partie dans cette situation-là. Donc l'intensité du travail est vraiment déterminante. Et du coup, ça renvoie effectivement à quel est le bon indicateur, enfin, quelle est la bonne durée. Moi, je me méfie beaucoup des analyses qui étendent l'analyse du travail sur des durées très longues. Si je regarde le temps de travail sur l'ensemble de la vie, ça va m'amener à quoi? Chaque période de la vie est différente, les projections sont complexes, etc. Ce qui fait la vie quotidienne et le temps, c'est d'abord une question de vie quotidienne, sans mauvais jeu de mots. La vie quotidienne, c'est la journée. Donc, en ce sens-là, la journée de travail est vraiment déterminante. Alors, la semaine est une période sur laquelle on a des rythmes de vie aussi qui sont extrêmement marqués et le repos hebdomadaire est extrêmement important. Donc, ça me semble également une période vraiment déterminante. Si on s'étend dans l'année, on voit bien que ça va renvoyer à de la flexibilité, à de l'annualisation, qui peut être bénéfique pour certains, mais qui va souvent se reporter de manière bien plus négative sur d'autres. Et lorsqu'on étend au niveau de la vie, ça me semble être encore plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réflexion importante et intéressante à avoir, hein, évidemment, et notamment ça renvoie aux questions de retraite, aux questions de durée d'études, à la formation. Mais sur ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, je pense le plus, sur ce qui touche aux habitudes de consommation, notamment, et autres, on est plus sur des questions hebdomadaires ou quotidiennes qu'annuelles. Gerrit von York, le programme de recherche Red SideCon a posé, je crois, très tôt des limites dans cette réflexion en termes de réduction. On vient d'en entendre certaines. Et donc, vous avez choisi de creuser ce concept de time wealth, de bien-être temporel, mais il y a cette idée d'abondance de temps aussi. D'abord, est-ce que vous voulez bien nous l'expliquer, ce concept, et nous dire quelles sont les différentes composantes que vous identifiez dans ce qui va faire notre bien-être temporel et donc qui peut recouvrir ce temps hors travail? Alors, je vous donne ça peut-être. Est-ce qu'on peut afficher le support de Gerrit? Okay, yeah, thank you for the question.
Merci beaucoup, Guérit. On pourra prendre des questions. D'ailleurs, je vais vous laisser la parole dans un petit instant. François-Xavier Devetter, j'aurais bien aimé avoir votre réaction sur ce Time Wealth. Alors, est-ce qu'on pourrait repenser l'organisation du travail de façon à permettre, à garantir cette qualité de temps hors travail? Je pense que c'est très important effectivement de se rappeler que le temps de travail, c'est au-delà de la durée, tous ces enjeux-là de localisation, de prévisibilité, etc. Or, la difficulté, c'est justement de réguler ou d'avoir des politiques de régulation de ces dimensions-là qui sont qualitatives. C'est facile enfin c'est facile, non, c'est pas du tout facile, mais quand même c'est faisable de faire une loi sur les 35 heures. C'est beaucoup plus compliqué d'entrer dans la régulation de ces différentes dimensions. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, loin de là, mais c'est vrai qu'on rentre dans l'organisation concrète des temps, des degrés de prévisibilité, etc. Et voilà, c'est là où il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'imagination à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est pas simple. Typiquement, la régulation de la prévisibilité des horaires, pour l'instant, n'est allée que dans une direction, à savoir plus de flexibilité, en gros, à peu près à tous les niveaux à ce niveau-là, donc enfin dans cette dimension-là. Donc il faut probablement repenser des formes de synchronisation, d'horaires, probablement que le droit du travail a aussi son mot à dire sur ce que vaut le dimanche par rapport aux autres jours de la semaine, ce que vaut les horaires de nuit par rapport aux autres jours de la journée, aux autres heures de la journée, ce que valent les heures entre 6h et 9h le matin par rapport aux autres heures de la journée, qui sont les heures en gros 6h, 9h et 16h, 19h, qui sont les heures qui font la qualité de vie et qui font la conciliation vie familiale, vie professionnelle, par exemple, et qui sont des heures totalement non régulées, qui sont au contraire celles où se concentrent les travailleurs aux rémunérations mensuelles les plus basses. Et où les niveaux d'inégalité sont les plus importants. Mais voilà, pour l'instant, on n'y est pas. Merci beaucoup à tous les trois. On va prolonger la discussion, j'espère. J'imagine que vous avez des réflexions, des questions. Oui, on vous écoute, monsieur, et puis vous, madame, ensuite. Oui. Sur la partie relation avec la pression environnementale, écologique, la dimension aussi, enfin, derrière, par exemple de la partie bâtie, infrastructure, on parlait de tiers-lieux, il y a tout un levier qui est super intéressant sur le travail sur la surface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un système avec 2 jours travaillés en télétravail, potentiellement le besoin de surface diminue de 40%. Mais après, il y a un impact individuel. Ça signifie aussi des modes d'organisation du travail qui partent sur du flex desk ou des choses comme ça. Donc, ce levier aussi infrastructure, bâti, et la réflexion aussi pression environnementale est assez, à mon sens, fondamentale sur cette organisation du travail ou ces perspectives de gains environnementaux. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des études ou des points faits autour des entreprises, leur volonté à aller, leur capacité à accompagner, par exemple, rêvons d'avoir des entreprises qui cofinancent des tiers-lieux dans des lieux ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui sont dans l'air du temps? Merci pour votre question. François-Xavier Devetter, vous vouliez répondre, mais peut-être que tous les trois, vous voudrez apporter des éléments. Je pense que Jean-Yves dira des choses plus intelligentes et intéressantes que moi. Juste avant, pour lui permettre de dire un truc mieux après, c'est que oui, c'est des pistes et certaines entreprises y pensent, mais à nouveau, beaucoup d'enjeux d'inégalité, ceux qui auront accès, ceux qui n'auront pas accès, les entreprises qui feront, d'autres qui ne feront pas, surtout pour quelle catégorie sociale les entreprises feront ce type de choses. Deuxième chose, le lieu de travail, c'est un lieu de vie. Donc un lieu qui se partage, c'est un lieu qui est plus compliqué aussi. C'est aussi des enjeux en termes de qualité d'espace de travail qui sont déterminants et qui ne vont pas toujours dans le bon sens pour le coup. Et puis dernier point, c'est si on travaille 3 fois un jour et demi ou 2 fois 2 jours et une fois un jour dans la semaine à différents lieux, 3 fois 10 mètres carrés, ça fait plus qu'une fois 20 mètres carrés. Et donc là aussi, il y a des enjeux difficiles de partage, de recréation de ces lieux et d'usage de ces lieux qui peuvent être eux aussi complètement déserts sur toute une partie de la journée et donc avoir des effets rebonds là pour le coup non négligeables. Voilà. Oui, alors, ça fait partie des effets rebonds qui ont été analysés dans le rapport de l'ADEME, c'est-à-dire l'immobilier de bureau. En fait,
l'idée d'associer... Alors, la question, c'est plutôt de travailler, ce que certaines entreprises travaillent sur la question du flex bureau, en fait, c'est-à-dire du bureau. On n'a plus un bureau, parce qu'évidemment, si chacun garde son bureau, évidemment que les jours où ils ne sont pas là, c'est des bureaux vides. Voilà, donc effectivement, les entreprises, elles pensent actuellement à... Il y en a même qui sont passés au télétravail, qui veulent faire du télétravail à 100%, c'est-à-dire pour plus avoir de bureau du tout. C'est un peu compliqué parce que, comme le dit François-Xavier, effectivement, le travail, c'est aussi un lieu, c'est une activité de socialisation aujourd'hui, enfin, tant qu'on travaille. Si un jour le travail disparaît, ce qui me paraît difficile. Et par rapport à ça, déjà, il faut aussi penser à ceux qui ne peuvent pas télétravailler, ce qui est quand même assez important. Il y a une grande partie de la population qui ne peut pas télétravailler, et il faut réfléchir aussi à ces questions-là. Si je peux me permettre juste de dire un petit mot sur cette question des modalités, ou plutôt de la séquence temporelle sur laquelle organiser la réduction du temps de travail, que si jamais elle se faisait, ce n'est pas le cas en France. Moi, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le gouvernement, notre gouvernement, ici en France, on est vraiment très rétrograde. C'est-à-dire que depuis des années, depuis 2002, on va dire, depuis que la gauche n'est plus au pouvoir, et elle a été quand même entre-temps, mais elle n'a rien fait de ce point de vue-là, on est complètement régressif sur ces aspects de temps de travail. Et en particulier, ce que je veux signaler, c'est qu'aujourd'hui, l'Islande a développé le travail. Alors, c'est le travail sur 4 jours. Moi, je ne suis pas un fan du travail sur 4 jours, mais enfin, en tous les cas, ils ont développé ça, l'idée du travail sur 4 jours. Aujourd'hui, près de 80% de la population islandaise est concernée. Alors, ça ne fait pas beaucoup de monde, mais enfin, par rapport, c'est pas une grande population, mais enfin, c'est quand même pas rien. Ils ont commencé dès 2009, avec des actions en 2015, 2016, etc., avec des expérimentations. Et aujourd'hui, le gouvernement espagnol met de l'argent pour inciter aussi des entreprises à expérimenter la semaine de 4 jours. Le gouvernement irlandais le fait aussi. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays qui ont réfléchi à ces questions-là, qui réfléchissent et qui cherchent à aller un petit peu en avant. Alors, donc ça c'est la première chose sur nous, notre incapacité à réfléchir, à être innovant. La loi du 6 août 2019 dans la fonction publique le montre de façon très éclairante. C'est-à-dire, voilà, on fait une harmonisation par le bas sans réfléchir du tout aux aspects positifs de la réduction du temps de travail. Et puis, effectivement, sur la question de la temporalité, de la séquence temporelle, je pense qu'il ne faut pas avoir quelque chose qui soit... il ne faut pas avoir une idéologie par rapport à ça. Ça peut être, pour certains moments, pour certaines catégories, ça peut être la réduction quotidienne, hebdomadaire. Il faut réfléchir à la durée du travail sur la journée, sur la semaine, sur l'année, mais aussi sur le temps de la vie. Et c'est vrai qu'en Allemagne, alors Gerrit pourrait peut-être en parler plus, mais il y a eu actuellement, le ministère du Travail a confié, c'est une étude qui a été faite. On a parlé dans Tempo aussi. Tempo était à France Stratégie. On avait parlé de ça. Ulrich Meckenberger est venu parler de cette question-là. C'est-à-dire de comment imaginer de donner des années dans des carrières, des breaks, des career breaks, des congés longs pendant toute une durée de vie, allant jusqu'à 9 années. Donc ça veut dire presque un quart d'une vie de travail. Pour le care, pour se former, puisqu'on nous dit qu'on ne pourra jamais exercer le même métier tout au long de la vie, donc il faut se former, mais pas se former pour une activité avec un compte personnel de formation de 5000 heures, non. C'est vraiment l'idée d'aller vraiment vers des formations très longues, de recyclage, etc., sur une année, retourner à l'école, quoi, et pas le faire à 55 ans, mais le faire quand c'est nécessaire. Voilà, ou des congés sabbatiques, etc. Donc on peut réfléchir à différentes modalités de la réduction du temps de travail. Il ne faut pas avoir quelque chose d'idée fixe comme ça dans la tête. Et puis il faut surtout l'adapter ensuite aux conditions d'exercice du travail. C'est-à-dire que ça se passe... Il faut articuler, il faudrait articuler. Alors en France, on l'a toujours fait par la loi, mais en Allemagne, ils le font par la négociation. Quand IG Metall et le patronat allemand de la métallurgie font un accord en 2018 pour réduire la durée, pour permettre la réduction de la durée du travail à 28 heures pendant 2 années à la demande du salarié,
voilà, ben ça se fait à travers la négociation. C'est-à-dire qu'il faut pour ça, il faut des acteurs innovants, des syndicats innovants et qui réfléchissent et qui surtout, ce travail qu'a fait la IG Metall, il l'a fait après avoir fait une enquête très, très, très approfondie auprès des salariés de la métallurgie. Donc voilà, il y a un travail à faire de ce point de vue-là. Madame, oui, ici, vous vouliez poser une question. Oui, bonjour. Moi, je m'interrogeais quand vous avez parlé des conséquences du télétravail, si vous aviez étudié l'influence du télétravail sur la vie locale, la décentralisation des activités et le fait que justement les gens qui télétravaillent aient du temps en journée pour profiter des services publics ou privés, mais qui redonnent vie à des quartiers qui étaient peut-être plus dortoirs quand tout le monde allait au travail au même moment. Voilà. Merci. Oui. En tous les cas, sur cette question-là, c'est une question très importante. Et c'est pour ça que je pense que les tiers-lieux, ils ne doivent pas être laissés à la main des opérateurs, justement, de tiers-lieux, des opérateurs privés, mais être localisés en partenariat avec la collectivité locale. L'idée, c'est d'avoir des tiers-lieux qui soient pas seulement des lieux pour le travail, c'est-à-dire c'est pas seulement un endroit où on vient juste poser, plugger avec son ordinateur, etc. Mais il faut que ce soit des centres de services. Des centres de services en relation avec le travail, ça peut être des formations aux nouvelles technologies, mais ça peut aller beaucoup plus large, des formations à d'autres choses. Ça peut être des lieux de service. Et l'idée, on avait eu une expérimentation, Patrice y avait participé aussi il y a quelques années, c'est un projet qui s'appelait White, c'est un projet à la fois technologique, mais en même temps qui réfléchissait à comment développer le travail à distance, non pas à domicile, mais dans justement des tiers-lieux. Et on a travaillé notamment avec, on a fait des tables rondes, notamment avec des maires de villes, par exemple en Île-de-France. Ils disent, moi, ma ville, je me souviens, c'était Forges-les-Eaux, au sud de Paris. Ils disaient, moi, les gens, ils partent le matin, ils reviennent le soir. Ma ville, elle est complètement déserte. Le week-end, ils vont faire leurs courses au Carrefour, qui n'est pas dans mon coin, enfin, à l'hypermarché. Ces gens-là, ils sont là pour voter et pour dormir. Et la ville, c'est une ville morte, en fait. Et l'idée, c'est effectivement, à travers des tiers-lieux, c'est de redonner que la personne qui habite là où elle habite, elle travaille une partie de son temps, elle va travailler une partie de son temps là où elle habite, et elle va revitaliser avec ses activités, le commerce de proximité, etc. Elle va revitaliser un peu le quartier. Ça s'est beaucoup développé aux Pays-Bas, par exemple, avec les Smart Work Centers ou avec les écoles fenêtres, les Fensterscholen, qui sont des écoles qui sont ouvertes aux habitants, qui sont ouvertes sur la ville et à la ville, et où il y a les infrastructures sont utilisées le soir par des associations, etc. Et donc, l'idée, c'est derrière, avec ces tiers-lieux, c'est de revitaliser un peu, de redonner de la vie au quartier, à la proximité. Et donc, on retrouve aussi ici l'idée de la ville du quart d'heure, etc. Merci. Oui, madame. Du coup, nous, on pense sur notre groupe qu'on a une intervention sur des personnes privées d'emploi sur Rennes et leur donner un nouveau sens demain en leur proposant un travail. Mais c'est eux qui vont créer leur travail, puisqu'on travaille à différents modèles d'activité qui génèrent du sens, qui génèrent dans des secteurs qui sont en lien avec notre sujet pendant les 2 jours, sur un quartier qui est défavorisé, sur tous les sens du terme. Et la consultation qu'on a depuis 2019 avec eux, et où là, ça va s'accélérer si on a justement la réponse positive du ministère du Travail de notre habilitation, c'est qu'en fait, ils nous disent tous, et donc c'est le sens qu'on va travailler demain, là, dès la semaine prochaine, c'est sur le modèle d'un temps choisi personnel, individuel, adapté à chaque situation, sur un modèle d'offrir un sens et une dignité à chaque personne, et avec une articulation qui nous dise d'avoir un respect par rapport à leur implication aussi qu'ils ont à leur porte, avec un sens avec leurs voisins, leur implication qu'ils font depuis des années parce qu'ils sont déconnectés de
de la vie sociale et professionnelle et qui veulent que demain, ça se coupe pas complètement, qu'en fait, il y a une interaction entre les deux, puisqu'on proposera évidemment qui est différentes possibilités, c'est-à-dire qu'il pourra avoir qu'un sens dans une activité, mais peut-être plusieurs activités. Donc en fait, on souhaite avoir votre avis là-dessus, parce que je ne sais pas si c'est travaillé sur en Allemagne, ou en tout cas on a été voir déjà des modèles qui sont sur le territoire français. Et c'est extrêmement enrichissant, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on casse les codes et qu'en fait, on consulte plutôt les personnes et que c'est eux qui décident, en fait, c'est une sacrée réussite, et il y a toujours une évolution et une remise en cause par rapport à le fait que du coup c'est plutôt gratifiant, et que la personne Merci. voilà. Je suis désolée, je vois l'heure qui tourne. Mais donc, voilà, sur le je temps voudrais avoir- choisi personnel, c'est ça? Est-ce que vous avez en tête des expériences similaires qui pourraient venir nourrir cette réflexion, hein? Si j'ai bien compris, c'est dans le cadre d'une expérimentation territoire zéro chômeur ou quelque chose de cet ordre. Voilà. Je vais être tout à fait honnête, à 10h30 et dans un cadre comme ça, je dirais rien. C'est super compliqué. Moi, j'ai participé à des travaux de regard sur d'autres expériences de ce type sur d'autres territoires. Les effets positifs sont très très nombreux et c'est super intéressant et c'est très très riche et très prometteur sur plein de choses. Les risques, les dangers, les dérives et les problèmes philosophiques ou économiques qu'il y a derrière sont très 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 nombreux. Donc soit on a 2 heures pour en parler et de manière hyper nuancée et en coupant tous les micros parce que je veux rien de ce que je dise ne sorte d'ici, ou alors on en discute à la pause après. Voilà. Alors, je vote pour la deuxième option, plutôt, si ça vous va, parce que c'est justement l'heure de la pause. Merci beaucoup à vous trois encore une fois.